Là, on est live, là. Non, 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 sur ça. Là, il y a un petit peu. Ça, c'est. Si tu veux, mais en fait, pour avoir genre vraiment ça pour. Voilà, comme ça, c'est cool. Parce que c'est. En fait, c'est sur ton. Je sais pas si tu le sais, mais sur ton moniteur. Ce qui est prochain. Ça marche. Ça marche. Allô? Ça marche ou pas? Bonjour madame. Bonjour madame. Commencez maintenant vers 18h. On va commencer par une présentation de l'organisation du chute des démocraties. Bonjour à tous, je suis Philippe Monnier, en charge de la communication. D'abord, je vous prie d'excuser l'international et directeur des opérations qui n'a pas été réuni. Je ne venais pas faire un discours, simplement je voulais vous souhaiter la bienvenue sur le site. Voilà, je suis très contente de vous accueillir dans cette journée émue de réflexion. Voilà, comme vous savez, on est en plein mouvement en ce moment. Avec le chantier de l'art, de programmation artistique, CGT, cette période qui est ouverte à la politique. N'hésitez pas à faire un tour dans l'exposition visibilité, à des débats aussi dans le projet de design social. Voilà, merci encore. Merci à vous de m'accueillir. C'est ce que j'avais dit. Moi, je ne vais pas faire de discours, ça ne va pas faire de discours. Par contre, je suis là pour remercier nous d'abord d'avoir accepté de publier un colloque qui s'appelle qui est conçu sur Darwin. J'ai évidemment l'occasion de le remercier également. Je tiens personnellement à remercier Maria Hoffman, évidemment, qui a rendu possible ce moment tout à fait particulier, Moustapha Ouagati, dont on connaît évidemment, Mario Tana, toutes les équipes de l'OMA, Tony, qui a toujours été l'élément, qui a toujours été à côté de nous, Astrid, Julie, qui a toute une équipe qui vraiment s'est complètement concernée pour ce projet et qui nous permet de dire aujourd'hui que nous avons évidemment avancé de plus en plus les projets, les programmes avec la fondation. Nous sommes sensibles sur ce thème, nous essayons de positionnement, nous savons que nous devons, nous savons que nous avons comment collaborer. C'est celle qui, évidemment, avec la collaboration entre
l'organisation, à la fois logistique et technique de ce centre. Évidemment, je tiens à remercier Fabien, car Fabien, très tôt, a eu cette idée, a pronommé de pouvoir véritablement interroger les enjeux en présence ces relations tout à fait singulières aujourd'hui, qui se créent entre le champ de l'écriture, celui de la lecture et évidemment celui de l'image, de la représentation, on peut le dire, peut-être du monde à travers la lecture et à travers l'image. Fabien est un passionné un peu comme moi de Anton Wedge, de Mel Bockner et de ce mouvement tout à fait particulier qui a posé des bases tout à fait singulières par rapport à l'art contemporain et à la conceptualisation notamment de la représentation du monde et de la représentation des œuvres, ce qui peut aussi à un moment donné nous passionner et nous donner des textes à nous retrouver pour pouvoir débattre, écouter évidemment ce que nos intervenants ont à dire sur la question. Et là aussi, très personnellement, je tiens à les remercier d'avoir accepté l'invitation et de pouvoir apporter leur contribution à ce moment que nous souhaitons prometteur. Voilà. Merci à vous, merci d'être venu aussi. Et puis, bon colloque. Voilà. Merci à vous. Quelques minutes de présentation avant que je ne cède la parole à Chloé Meillet, qui sera la première intervenante. Alors, dans l'ordre, je vous refais un récapitulatif très rapide. Dans l'ordre, Chloé Meillet, suivi de Pascal Bougeon. Nous aurons ensuite Sophie Capron, qui, pour des raisons techniques, n'a pas pu prendre son train ce matin pour des quantités de neige trop importantes, donc elle sera en Skype. Ça sera bien, mais normalement, Sophie sera là. Et ensuite de ça, Julien Marchand, Sébastien Puyot, Antoine Dufeu, et nous finirons l'après-midi par 5 étudiants qui présenteront un travail de recherche dans le cadre du colloque. Vous placez aussi l'information qui est une fois que le colloque est fini, aujourd'hui vers 18h, nous partirons tous ensemble vers le centre-ville, d'abord pour rejoindre la station Pollard, celle qui est dirigée par Laetitia Talbot qui est présente ici. Dans cette espace duquel il y aura une exposition présentant des œuvres de Marcel Brotters et de Denis Cartier. Puis ensuite, nous irons à la galerie Arena, qui est la galerie de l'école, présenter un travail des étudiants, l'exposition des étudiants autour d'une pièce de Mel Bockner, qui est de 1970, mise en personne série photographie, généreusement prêtée par Sébastien Puyot, la pièce est montrée à partir de ça, les étudiants font un travail. Donc, voilà. Et ensuite de ça, chacun ira faire sa vie, prendre des verres jusqu'à l'ivresse. Ou l'épuisement. Et avant de se retrouver demain matin à 9h30 pour la suite du colloque. Vous placez quelques informations. L'origine du colloque vient de deux choses. De la création dans le cadre de l'école de ce qu'on appelle le CREI, le Centre de recherche art et image, qui était une demande de Rémi Fendi, le directeur de l'école. Ce centre de recherche a été créé il y a 2 ans et demi maintenant, qui est une plateforme de publication simple, à peu près dans tous les établissements d'enseignement supérieur, puis la création concomitante d'un laboratoire de recherche que je dirige, qui s'appelle le FIG, Figure Image Grammaire. Ce sont les étudiants du FIG qui sont présents aujourd'hui, ce sont eux qui ont entièrement organisé techniquement et structurellement ce colloque. Je tiens donc à vous remercier infiniment et chaleureusement pour ce que vous avez fait. Et le point de départ de ce colloque est un objet un peu étrange. Cet objet est une lettre qui a été publiée le 7 septembre 1968, publiée dans la collection des lettres ouvertes par Marcel Brotters, qui annonce l'ouverture du musée d'art moderne département des Aigles. Objet qu'on sait un peu complexe, parce que c'est un objet parodique sur la question de l'institution et sur la question du musée. Et cet objet, cette lettre, indique une chose assez étrange, indique qu'avec l'ouverture de ce nouveau musée, quelque chose pourrait advenir sur une réconciliation possible entre la poésie et les arts plastiques. L'objet de ce colloque, le point de départ de ce colloque est la possibilité de cette interrogation de ce point de départ. Est-ce que ce point de départ a existé? Est-ce que ce point de départ présuppose qu'avant poésie et art plastique se soit détesté à ce point que rien ne soit possible? Est-ce que depuis le 7 septembre 1968, quelque chose s'est amélioré sur ces relations? Est-ce que quelque chose advient de cet ordre-là? C'est ce que nous avons essayé de faire. Je vous ferai un point demain sur l'ensemble des recherches qui ont été menées avec les étudiants dans le cadre de ce colloque. Et puis l'ensemble des intervenants aujourd'hui débattront, indiqueront un certain nombre de choses. Donc dans l'ordre, cette fois-ci alphabétique,
présentation de quelques-uns des intervenants. Pour celles et ceux qui ne l'auraient pas eu, vous avez des tote bags à votre disposition dans lesquels il y a des livrets complets avec l'ensemble du déroulé du colloque. Dans l'ordre donc, cette fois-ci en ordre alphabétique, interviendra donc demain Maxime Boisdy, interviendra demain Éric Der, aujourd'hui interviendra Antoine Dufeu, interviendra encore demain Alessandro De Francesco, interviendra demain matin Nicolas Giraud, interviendra cet après-midi par Skype Sophie Kaplan, interviendra immédiatement cet après-midi, dans 10 minutes, même pas, dans 5 minutes, Chloé Maillet, Julien Marchand cet après-midi, Cédric Mazet-Zaccardelli cet après-midi aussi, Pascal Mougin cet après-midi, Magali Nachtergel, qui est Magali, c'est demain ou c'est demain, hein, ouais. J'ai un petit doute. Paolo Pires Dovalet, qui devrait arriver d'ici peu depuis Lisbonne, interviendra demain après-midi pour clôturer le colloque. Alexandre Coin interviendra demain et j'interviendrai moi-même demain. Et puis il y aura aussi l'intervention cet après-midi de 5 étudiants, Lucilia Boeuf, Tanguy Gattet, Alexandre Desson, ça y est, j'ai un trou de mémoire, c'est forcé, c'était Thomas Gézéquel et Quentin Fagard. J'en étais sûr, je savais qu'il fallait que je le répète, mais j'en étais sûr que ça allait faire un trou. Voilà pour l'ordre introductif de ce colloque. On va faire un colloque sous ce qu'on appelle un format de colloque américain, c'est-à-dire des interventions de 20-30 minutes pour chacun. Les modérations se feront à la demi-journée et les questions se feront à la demi-journée pour tout le monde, ce qui permettra de faire quelque chose d'à peu près plus léger et moins stressant avec le moins possible de retard. Nous allons donc commencer par toi, très chère Chloé. Merci infiniment. On a un écran. Comment? C'est le truc de Sophie Kaplan, on a un écran. Je sais pas. Ouais. Non, c'est Chloé Maillet. C'est Chloé Maillet qui commence. Tu vois? On est là. Ouais. Attends. Ok, pas de problème. Donc, merci beaucoup pour cette invitation et puis merci de m'avoir invité à initier ce colloque, même si le fait que je débute me paraît un choix un petit peu étonnant, puisque du coup me vient la responsabilité de faire une sorte d'introduction, alors que peut-être que ce que je vais présenter va être en contradiction avec, en tout cas, l'idée qu'il y aurait quelque chose qui se soit passé spécifiquement en 1968, et puis quelque chose qui ait rapport avec la modernité, puisque tout ce que je vais faire, en fait, c'est de remonter et complètement à rebours de cette histoire de la modernité, justement. Donc voilà, une petite responsabilité, mais que vous prendrez comme vous le voudrez et je serai d'accord pour en discuter par la suite. Donc, Adrienne Piper, la philosophe et artiste américaine, écrivait dans Art Forum en 2010, je la paraphrase, que le minimalisme, il invitait en quelque sorte à la modestie et à l'humilité. Une modestie et une humilité qu'elle associait à la disparition de l'objet évincé tel qu'il pouvait l'être par les artistes précédant Cimabue. Donc c'est ainsi qu'elle invitait à le regarder, une modestie et une humilité. Donc j'ai essayé de reprendre un petit peu ça à la lettre et j'ai relu cet article fameux et historique de Meyer Shapiro, l'historien de l'art essentiellement connu pour ses travaux sur l'art roman, mais également connu, vous savez, pour avoir été professeur et à la fois proche et maître à penser de toute une génération d'artistes américains. Donc on sait qu'il était notamment très ami avec Robert Motherwell et Willem de Kooning, mais qu'il a reçu comme étudiant Ad Reinhardt,
Rauschenberg qui lui a dédié un de ses tableaux, Alan Caprow et Donald Judd et j'en passe, c'est pour ceux dont on a gardé des rapports. Donc il a fait cette conférence fameuse en 1976, mais celle-ci n'a été publiée que post-mortem, donc en 1996. Et c'est une conférence sur l'écrit dans l'image, Script in Images, mais elle se termine de manière un petit peu mystérieuse par cette formule. La transcription, je vous le dis en traduction, d'idées sur l'art a remplacé les couleurs appliquées, les formes dessinées ou construites. La tension entre le signe écrit et la construction de l'image s'est résolue par l'effacement de cette dernière. L'œuvre se limite à un discours écrit comme objet d'art en soi. Donc on peut discuter, et on a discuté pour savoir si la formule qui insinue restriction to a written discourse est une formule péjorative, et s'il prenait ses distances par rapport à l'art conceptuel. Ceci dit, l'important c'est peut-être cette petite phrase, qu'est-ce qui est ouvert à travers cette petite phrase, sachant que dans la publication qui s'est faite en 1996 de cet article, on trouvait quand même une image non commentée, mais ajoutée au texte, dont il est difficile de savoir, et l'enquête reste encore à mener, où est-ce qu'il avait vu cette œuvre. Donc une œuvre de Joseph Kosuth, mais étonnamment pas du tout une œuvre historique qui ferait référence à ce dont il parlait en 76, l'idée de l'art conceptuel historique, mais une œuvre plus récente, de 1990, qui s'appelle Two Written Mistakes, S, F et LW. Donc, qui est, je vous en ai montré qu'une, là, c'est LW, qui est donc probablement Ludwig Wittgenstein. Donc, une œuvre un petit peu étonnante pour révéler l'idée que le discours sur l'art, ça aurait remplacé, en fait, l'application de couleurs sur une peinture. Tandis que c'est une peinture à l'acrylique, c'est une peinture qui reprend un texte, mais un texte devenu illisible, en allemand, raturé, une rature de Wittgenstein, et qui a l'air d'être présentée ici que pour ses qualités visuelles et pas tant pour ce qu'on pourrait comprendre en fait de ce petit morceau de manuscrit de Wittgenstein. Cette œuvre, je le précise, est en plus pas d'un accès très facile puisqu'elle est maintenant dans les collections du LACMA, mais elle appartenait avant à une collection privée et donc il resterait à savoir un peu si Meyer-Shapiro n'avait pas eu un accès direct à cette œuvre, mais l'enquête reste à faire et je ne suis pas spécialiste de soi. En tout cas, un choix un petit peu étrange pour justifier cela, et qu'il met en rapport avec toute une série d'images médiévales qui sont présentées dans cette conférence. Donc à partir en tout cas de cette intuition de Meyer-Shapiro que l'art conceptuel serait le prolongement des recherches qu'il présentait dans l'art roman et dans l'art carolingien, j'ai essayé un petit peu de le prendre au mot et de remonter pour savoir qu'est-ce qu'on peut regarder aujourd'hui de cet art médiéval en prenant en compte ce qu'on sait aujourd'hui de l'art conceptuel, c'est-à-dire pas du tout ce que disait Meyer-Shapiro en 76, mais plutôt ce rapport à une certaine technicité dans les matériaux, aux qualités aussi plastiques du texte, aux effets linguistiques, aux effets humoristiques, etc. Et donc je vais vous faire, par une méthode un petit peu régressive, un retour sur des œuvres médiévales qui me semblent sont moins connues aujourd'hui, je pense qu'elles l'étaient à l'époque de Meyer-Shapiro, parce qu'il n'y a pas eu de professeur un peu de l'ampleur de Meyer-Shapiro qui aurait enseigné dans toutes les écoles d'art actuelles. Donc, j'ai regardé qu'est-ce qui se faisait déjà en 76. Je donne juste un exemple comme ça. C'est le Singing Man de la série de sérigraphie de Art and Language. Donc voilà en fait plutôt ce qu'il aurait pu montrer à cette époque-là, au moment où il faisait la conférence. Donc une œuvre qui est un petit peu complexe dans ses rapports avec le langage, puisque on a ça se passe effectivement à un moment qui est connu, où il y a un petit peu des dissensions au sein de Art and Language, et notamment des dissensions qui portent sur l'engagement politique ou pas du groupe, et qu'on retrouve donc à travers cette
œuvre chantée, visuelle et écrite qui est présentée ici, avec un texte qui sort de la bouche un peu comme un entonnoir et dont Meyer Shapiro, disons, aurait pu facilement faire les rapprochements avec les textes tels qu'on les voit sortir des personnages dans les images médiévales. Autre chose, donc c'est une sérigraphie, et donc j'imagine que si j'avais suivi, Meyer Shapiro aurait pu facilement dire que ce type d'œuvre, eh bien, il reprenait aussi, en tout cas, il jouait avec un processus qui était bien accepté pendant la période médiévale, peut-être mieux qu'aujourd'hui, c'est-à-dire cette idée que, et on le voit avec les images sacrées, une image sacrée, elle peut avoir de la valeur, être unique, tout en étant parfaitement reproductible, et qu'elle ne perdrait pas de son aura benyaminienne. Je remonte un tout petit peu dans le temps, encore pour revenir à Adrienne Piper, dont on sait qu'elle avait fait sa thèse non pas sur Wittgenstein, mais sur Kant, et en tout cas, je cite en passant une de ses œuvres phares, donc les Catalysis, et ça c'est celle dans laquelle Adrienne Piper, donc artiste et philosophe, hein, je le répète, elle, après avoir porté sur elle des vêtements imbibés d'aliments déjà en décomposition pour prendre le métro et ressentir l'effet que cela produisait sur les passants, elle est sortie avec ces mots appliqués à la peinture, donc sur son t-shirt, wet paint, se faisant donc elle-même une peinture vivante, encore peut-être une forme de l'art conceptuel qui aurait pu être investie par Meyer Shapiro, tant elle pouvait facilement pour lui renvoyer à ce qui était assez commun finalement dans l'art du Moyen-Âge, c'est-à-dire le fait d'avoir des œuvres vivantes, le fait d'avoir d'un côté des sculptures en dur et de l'autre des personnages qui reprenait exactement les poses des sculptures et faisait des tableaux vivants, comme c'est devenu de plus en plus courant, notamment entre le XIVe et le XVe siècle. Encore une autre œuvre qui aurait pu compléter le travail de Meyer Shapiro, les fameux ex-voto de Philippe de Champaigne. Donc là, je remonte un petit peu dans le temps. Ce n'est pas cité, il cite des œuvres de cette époque-là, mais pas celle-là. Donc voilà, je rajoute un petit peu ça à son œuvre. Vous connaissez peut-être cette œuvre fameuse qui est au Louvre. C'est un ex-voto. Hein, c'est pas tellement un tableau que un cadeau. Donc cette petite dame là, c'est la fille de Philippe de Champaigne, qui déjà elle-même avait fait don d'elle-même puisqu'elle elle s'était donnée au monastère de Port-Royal. Et le contexte historique est aussi très connu. À ce moment-là, on ne voit pas très bien le texte dans l'image pour le coup. Ah non, il a disparu. On peut pas baisser un petit peu les lumières parce que du coup vous ne voyez pas que un tiers du tableau, toute cette partie-là est occupée par le texte. Hein. Et donc, je répète, donc, elle était donnée au monastère de Port-Royal au moment où il y avait un gros problème, justement un problème textuel à Port-Royal, c'était que le roi essayait de faire signer la renonciation aux thèses de Jansénus. Et parce que la mère supérieure là avait refusé de signer ce texte, eh bien on menaçait de vider Port-Royal, brûler tout ça, etc. Donc c'était vraiment un problème d'une petite différence sur un paragraphe de Jansénus qui se posait à ce moment-là. Et, j'allais dire miracle, mais oui, miracle. En fait, cette dame, la fille de Philippe de Champaigne, qui était paralysée des deux jambes, a été guérie miraculeusement pile à ce moment-là. Du coup, ce qui est représenté dans ce tableau, c'est pas le miracle, hein, on voit, elle est toujours paralysée. C'est pas non plus l'intervention divine, puisqu'il y a cette lumière qui arrive d'en haut, d'on ne sait pas où, mais finalement on voit pas très bien où est-ce qu'elle arrive, et elle n'arrive pas particulièrement à l'endroit où devrait se passer le miracle, c'est-à-dire sur les jambes de la sœur. Par contre, il y a donc un tiers du tableau, même si vous ne le voyez pas très bien, un texte qui est écrit en capitale épigraphique à l'antique donc, et je vous le traduis.
Il dit la sœur Catherine Suzanne de Champaigne, après une fièvre de 14 mois qui, par son caractère tenace et la grandeur des symptômes, avait effrayé les médecins, alors qu'elle était presque paralysée de la moitié du corps, que la nature était déjà épuisée et que les médecins l'avaient abandonnée, s'était jointe avec la mère Catherine Agnès par ses prières, en un instant de temps, une parfaite santé, s'en étant suivi, à nouveau, s'offre. Et il signe Philippe de Champaigne, cette image d'un si grand miracle et de sa joie témoin à présenter. Donc, elle s'offre à nouveau. Donc, l'image se termine. C'est pas la mémoire du miracle, mais c'est le cadeau, un double cadeau. Donc, il offre ce tableau en mémoire et il offre aussi sa fille qui s'offre à nouveau. C'est Seiterum offerte. Et lui, il présente en fait ce qu'il y a derrière ça. Donc c'est une œuvre qui a été analysée assez longuement par Louis Marin. C'est une œuvre qui joue sur le dialogue entre l'image de quelque chose qui est invisible et que du coup on ne peut pas voir et dont on présente le moment juste anticipé. Du texte présent à travers la petite Bible qui est là mais qui est fermée, et une autre partie de texte qui est véritablement le don et qui lui est inscrit sur la surface du tableau en lettres capitales et qui donc rejoue sur les rapports que Philippe de Champaigne avait déjà travaillé sur des énoncés performatifs tels que ou des images objets, des textes objets comme les tables de la loi dans son Moïse qui présente les tables de la loi, qui se présente lui-même autant qu'il présente les tables de la loi. J'avance un petit peu. Donc je remonte encore un petit peu le temps, et là je vais faire un grand bond parce que sinon j'aurais pas le temps de faire ça en 20 minutes. Donc dans les années 840, avec un manuscrit qui est conservé à la British Library, qui est un manuscrit d'astronomie. Alors ça, c'est une image que présente Meyer Shapiro dans son article. C'est l'image, du coup, dans laquelle je vais vous dire ce qu'il en dit. En fait, il dit que les artistes du Moyen-Âge, dont il dit que parfois cet usage du texte a une certaine naïveté qu'on pourrait interpréter en rapport avec parfois le reproche de tautologie qu'on a pu faire à l'art conceptuel, mais pourtant, en fait, ils savent très bien gérer l'inscription du texte en tant qu'image, puisqu'il y a un petit mouvement ici sur la croupe du Sagittaire, oui c'est le Sagittaire, non c'est le Centaure, pardon. C'est le Centaure. Sur la coupe, donc c'est la constellation du Centaure, mais la manière dont est présenté le texte montre qu'on a conscience du volume et que le texte peut jouer sur les volumes. Il y aurait beaucoup de choses à dire donc sur ce manuscrit. Au-delà de ça, c'est un manuscrit, il faut le savoir, qui est considéré comme un des plus représentatifs de la Renaissance carolingienne. Donc ce moment d'éloge pour l'Antiquité au IXe siècle, et peut-être qu'il n'a pas encore été décrit pour les qualités spécifiques que l'imposition du texte devenu image viendrait apporter à l'art de cette époque-là. Puisque, pour rappeler en quelques mots, donc c'est un texte qui intègre donc la traduction des Arathées de Cicéron et une scolie qui est donc un commentaire fait par Hygin sur les constellations. Donc là, c'est la constellation du Centaure, et là, c'est les étoiles principales de la constellation. Je vous en montre un petit peu d'autres. Ici, Argo. Ici, Andromède, le dauphin et Cyrus, Éridan. Et voilà, je vais rester sur Cyrus, par exemple. Donc, peut-être une où on voit les deux textes. Pardon. Donc, le dauphin. Donc, on est à un moment où s'est imposée cette idée, déjà depuis la fin de l'Antiquité, que pour représenter les constellations, il fallait déjà faire cette écriture du ciel, redessiner le ciel en images et présenter les constellations sous les formes d'objets qui renvoient à la mythologie de l'Antiquité. Mais là, on est face à un objet qui est quasiment unique, en fait,
qui replace en fait le texte de commentaire des constellations pour former le dessin de la constellation lui-même. Et ce qu'on peut y ajouter, c'est que si on regarde dans le détail la manière dont est écrit le texte, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais vous demander de me croire, le texte traduit par Cicéron des Arathées est écrit en minuscules carolines. Donc c'est des minuscules. Vous connaissez peut-être l'histoire de la minuscule caroline. Donc c'est une nouvelle typographie inventée sous l'égide de l'empereur Charlemagne pour pouvoir rendre les textes lisibles, pour pouvoir repartir à la conquête du monde avec des textes qui seront compris absolument par tout le monde. Or, l'histoire de l'invention de la minuscule caroline, c'est que on a trouvé un manuscrit attribué à Cicéron et que donc on écrirait des manuscrits exactement comme dans l'Antiquité. On s'est rendu compte ensuite que c'était un manuscrit qui datait de l'Antiquité tardive, qui n'avait rien, enfin de l'époque mérovingienne, qui n'avait rien à voir avec Cicéron, mais il n'empêche, la minuscule caroline était donc cette image de l'Antiquité, et de manière assez amusante, comme vous savez, la typographie humaniste, donc la minuscule humaniste, a été reprise sur le modèle de la minuscule caroline, qui était soi-disant l'écriture de Cicéron. Donc cette renaissance un petit peu humaniste était en fait une renaissance de la Renaissance carolingienne. Donc on a finalement ici une image qui déjà est une typographie qui est une typographie politique, hein, qui vise à recréer une écriture capable de dominer le monde. Mais on a le texte de Cicéron qui est écrit en minuscule caroline et le texte par contre des constellations qui est écrit en capitale à l'antique, qui elle pour coup est une véritable référence à l'Antiquité et qui permet de faire jouer en fait cette double relation de pouvoir entre ces deux types de typographie qui ne disent pas exactement la même chose, mais qui rentrent en dialogue l'une avec l'autre. Celle qui vise dans les scolies déjà à représenter la forme même des constellations est véritablement utilisée pour ses qualités plastiques et esthétiques, puisque c'est elle qui forme le dessin des constellations. Donc, Shapiro ne donne cet exemple que comme un exemple de l'utilisation du texte en volume, mais il aurait peut-être pu en dire beaucoup plus. Il aurait pu dire que c'était déjà une triple écriture d'une description du ciel. Il aurait pu dire que ici le texte en lui-même jouait déjà sur plusieurs registres visuels, et il aurait pu dire que ce texte-là était déjà un projet de description de l'invisible en même temps qu'un projet politique pour l'Empire qui était en cours de construction. Et je terminerai en disant que si pour revenir à Meyer Shapiro, vous le savez peut-être, il était peintre au départ, Meyer Shapiro, et il a renoncé à la peinture pour devenir historien de l'art. Mais on a redécouvert ses carnets de voyage, ses dessins, et on a découvert qu'il avait produit pendant toute sa vie. Donc je vous montre simplement qu'il y a une sorte de culte de la personnalité maintenant qui est à l'œuvre sur Meyer Shapiro, qui fait que chacun de ces petits dessins a été récemment republié. Pas tous, mais ils sont tous conservés aux archives de Columbia University. Et donc je vous montre certains des dessins qu'il a fait pendant ses voyages en Europe. Notamment voilà, les manuscrits qui sont refaits à l'encre et au crayon de couleur et qui commencent aujourd'hui à être exposés comme des œuvres plastiques et visuelles en même temps, notamment dans l'exposition d'Atlas de Georg Didier Huberman, en même temps que Horst Bredekamp, que lui ne connaissait pas, commence à voir les qualités visuelles de la production de ces spécialistes de l'écrit qui étaient les historiens de l'art. Donc, il y aurait en conclusion deux petites explications possibles. Est-ce que Meyer Shapiro a eu un moment une petite mécompréhension sur les interprétations qu'il fallait faire de l'art conceptuel parce que c'était simplement quelque chose de trop violent qui lui révélait que son travail d'écriture depuis le début aurait pu être un travail de peintre? Ou alors, deuxième point de cette conclusion, est-ce qu'il ne faudrait pas reprendre
comme le suggérait, sans l'avoir terminé, Meyer Shapiro, les expériences médiévales sur les rapports entre écrit et image comme quelque chose qui pourrait un peu revitaliser ou quelque chose qui pourrait être utilisé de plus en plus par l'art contemporain. Il y a eu la semaine dernière la publication encore d'un numéro de Fabula sur le Moyen-Âge comme laboratoire. En 2012, Alexander Nagel a écrit Médiéval moderne, tout un tas de projets qui visent à redécoloniser ce territoire qui est peut-être encore plus colonisé intellectuellement, qui est l'histoire des images médiévales. Et une dernière suggestion pour terminer. Il y a quelque chose, je pense, qui n'a pas encore été tout à fait utilisé, c'est la forme du rouleau d'exultète, qui est un dispositif, donc là, montré dans l'image dans l'image. Donc on voit l'officiant ici qui est en train de dérouler un rouleau par-dessus au fur et à mesure qu'il fait le discours. Et c'est sur le rouleau d'exultète lui-même qu'on le voit apparaître. Donc vous comprendrez que le texte est écrit à l'envers. Ici, c'est des neumes pour pouvoir chanter aussi à l'envers, et qu'au fur et à mesure qu'on le lit, les images se déroulent devant soi. Elles sont dans le mauvais sens pour l'orateur, et elles sont dans le bon sens pour le public. Et je vous remercie. Y a-t-il des questions? Merci beaucoup, Chloé. Est-ce que tu peux nous rappeler comment s'appelle le rouleau d'exultète? Qu'est-ce que un objet pour appeler un objet de performance, puisqu'il n'a aucune utilité en dehors du moment où il rend le texte performatif. C'est-à-dire que si j'avais mon rouleau d'exultète, hop, ça remplacerait très bien le PowerPoint. Je pourrais le dérouler, lire le texte de ma conférence, et en même temps, vous verriez les images, et au fur et à mesure que je les déroule, le rouleau envahirait complètement la pièce, et vous verrez les images dans le bon sens. Non, non. Micro. Bon sens. Le problème, c'est que si j'ai des images qui sont dans le même sens que mon texte, les images sont inversées. Donc, au moment où le rouleau tombe, les images sont dans le bon sens et le texte devient illisible. Mais peu importe, puisque le texte ne peut être lu que par quelqu'un qui est à faible distance, alors que les images qui sont beaucoup plus grosses sont accessibles à tout le monde. Ça doit être un ami ou quelqu'un qui joue. C'est bon? Je suis désolé, on a perdu des micros, je les ai retrouvés. Deux petites questions, Chloé, j'imagine. Ah, pardon. Au début de la séance, vous avez dit que l'art médiéval était réévalué en quelque sorte pour la relation art et langage. Et vous avez montré au début une image où on voyait un personnage qui chantait. Et est-ce que cette image-là suit de près les principes de Meyer Shapiro? Alors, je vous montre. Vous l'avez dépassé, celle-ci, oui. Moi, c'est une image de Art and Language. Après, je pense qu'il y a des meilleurs spécialistes que moi de Art and Language dans la salle et qui pourront peut-être discuter avec vous parce que,
Voilà, moi tout ce que j'en sais, c'est qu'effectivement, c'est Joseph Kosuth qui publiait la revue Art and Language à New York, et donc Joseph Kosuth, lui, avait connaissance des cours de Meyer Shapiro, et ensuite, voilà, je ne sais pas si quelqu'un peut répondre, je ne sais pas si eux-mêmes ont été assistés directement au cours de Meyer Shapiro. Donc il y a plein de choses que je laisse ouvertes en fait pour, voilà, il y a des choses qui ont déjà été étudiées. Moi, je laissais ouvertes un petit peu des choses sur les points. On sait en fait que l'art médiéval dans les années 60 était sans doute beaucoup plus regardé qu'il l'est aujourd'hui. Ensuite, terme à terme, je fais pas des rapprochements en disant qu'il y a une influence ou une citation directe. Parce que l'image, on peut laisser supposer aussi que c'est aussi un positionnement par rapport à l'art du XXe siècle, par rapport aux relations entre art et langage. Parce qu'on a l'impression que aussi que ça se rapproche de la bande dessinée, je pense, vu qu'on voit des paroles, des notes de musique, donc à mon avis, on sait que le personnage chante, mais peut-être aussi un moyen plus direct, justement pour les relations texte et image, par rapport à ce qui se faisait avant le XXe siècle, où on travaillait plus sur les expressions pour peut-être plus renforcer une vigueur expressive pour être plus direct. Peut-être c'est ça. C'est sûr qu'il y a des références aux arts graphiques et puis à la bande dessinée. Simplement, effectivement, comme on sait que la bande dessinée a souvent été rapprochée d'une sorte de rupture avec cette histoire moderne de l'autonomisation des images et en fait une référence aux images médiévales qui articulaient un petit peu plus images et mots qui sortent de la bouche. C'est pour ça que je m'étais permis de faire ce rapprochement, mais il y en a effectivement beaucoup d'autres. Merci. J'avais une toute petite question, Chloé, avant de passer la parole à Pascal Moujon, qui était là cette question. Tu as parlé tout à l'heure du texte-objet. Qu'est-ce que tu entends précisément par ce concept de texte-objet ? J'aimerais bien qu'on puisse en discuter, toute la journée. Je parlais de ça à propos des tables de la loi. Ça peut se discuter là-dedans. Est-ce que les tables de la loi, c'est justement un texte et un objet en même temps ? Il me semble que c'en est un des exemples. En fait, on parlait pour la représentation chez Philippe de Champaigne. Tu me demandes de définir qu'est-ce que c'est qu'un texte-objet. Donc, je ne sais pas, c'est une question un petit peu difficile, hein, je pense que ça va être discuté. Dans l'exposé, j'ai plutôt essayé d'envisager qu'est-ce que c'était que des objets qui avaient une fonction performative. C'est le cas des tables de la loi, hein, qui énoncent la loi en même temps qu'elles apparaissent, et que Philippe de Champaigne, c'est ce que dit Louis Marin en fait. Louis Marin rejoue en fait la performativité de l'apparition de cet objet qui, en apparaissant, énonce ce discours, énonce cette loi, et que dans la manière dont il présente les tables de la loi, eh bien, il y a une relation un petit peu complexe qui se passe entre la volonté de montrer les tables comme un objet, avec la vision en perspective, la petite ombre qui se passe, et la présentation. Ils sont présentés effectivement comme on présenterait un ex-voto en fait, qui est offert, et donc en ça il est complètement objectivé, la question des tables de la loi, mais il y a une tension qui se joue, surtout dans les œuvres de cette époque-là, entre le fait de présenter comme autorité un objet textuel, par exemple un livre, par exemple la Bible, et puis ce qui se passe ici, où la tension entre le fait de vouloir montrer que c'est un objet et en même temps de rendre complètement lisible le texte, avec la proportion immense qui lui est donnée, qui est donc équivalente dans l'économie du tableau avec celle de la figure représentée, il me semble que du coup ça joue sur cette tension entre un objet, un texte performatif et puis quelque chose qui est simplement donné à lire comme un texte. Merci Chloé. Je précise juste parce que j'ai oublié de le faire tout à l'heure, parce que c'était le premier temps et que voilà. J'ai oublié de préciser que Chloé Maillet était chercheuse, elle était enseignante à l'Ensbatalm site d'Angers et qu'elle travaille aussi avec Louise Hervé et qu'elle forme un duo d'artistes. Louise Hervé et Chloé Maillet. Voilà, je suis désolé, j'ai oublié de le faire. Et avec une exposition au Crédac en ce moment. Merci infiniment Chloé.
Nous allons ensuite écouter une intervention de Pascal Mougin. Pascal Mougin est maître de conférence en littérature française et contemporaine à Paris 13. Paris 3, Paris 13. Paris 3. Quelque chose comme ça, là. Attends, il faut que tu m'installes mieux. Parce que je me sens un peu comme un droïde, là. Ouais. Peut-être l'autre oreille, là. C'est bien? Bon. Ça va? Bizarre, hein? Vous pouvez y aller? Bah, s'il parle pas, je peux pas tester. Oui, ça va? Bon. Bon. Mais ça me gêne parce que je vais dans mon champ de vision là et j'ai l'impression qu'il y a une bête qui me tourne autour et j'ai envie de la claquer. Et c'est pas bon. Si tu veux qu'on teste le son, c'est bon. Non. Je veux pas. T'inquiète. Ouais, il est là, hein, toujours. Hein. Il est là. Bon, ça va, on a un peu d'avance, hein, donc c'est bien. On peut régler tranquillement. Ah ben voilà les 3 images, parfait. Oui. M'asseoir. Écoutez, si vraiment c'est insupportable, je prendrai l'autre, hein, non? C'est possible aussi, parce que là, il me gêne. Hein. Non, je ne suis pas moi-même, hein, je me sens augmenté. Hein. Voilà. Oui. Bon. Ouf. Oh. Écoutez, rassurez-moi, je n'ai pas l'air grotesque. Parce que moi, je me sens grotesque. Alors, d'abord, merci à Fabien Vallos pour son invitation et l'occasion qu'il me donne de parler devant vous, et puis dans cet endroit très impressionnant que je découvre. Hein. Merci aussi à toute l'équipe qui a organisé, on imagine, le travail que ça représente pour que ça soit pour nous aussi confortable. Donc, merci. Alors, ma communication s'appelle « Enjeux et fonctions du paratexte artistique », réflexion à partir du travail de Pierre Huyghe. Je vais parler du travail de Pierre Huyghe parce qu'on lui a souvent reproché, en particulier depuis 10-15 ans, depuis peut-être la Biennale de Venise, donc presque 20 ans maintenant, si je ne me trompe, une inflation du spectaculaire, avec ses installations, ses environnements, ses performances et ses dispositifs immersifs qui mobilisent, disons, les moyens lourds de la grosse industrie culturelle. Hein, si on pense à Celebration Park, à l'Art, au Musée d'Art moderne de la Ville de Paris et à la Tate Moderne à Londres en 2005-2006. Si on pense en 2008 à A Forest of Lines, l'opéra de Sydney transformé pour 2 jours en une espèce de jungle plantée d'arbres, centaines d'arbres exotiques. On peut aussi penser à son titre lors d'un environnement qui présenté à la Documenta d'Axel en 2012. Donc des gros dispositifs plastiques, performationnels, mais qui ont pu donc donner lieu à des objectifs. Mais quelque chose de bien spécifique. Je voudrais montrer ici que le travail de Huyghe est inséparable d'une composante dissociable au statut certain, à la fois interne, intérieur et extérieur à l'art. Et que ce langage, de la part de Huyghe, problématise la frontière entre l'œuvre, d'une part, et d'autre part, son paratexte, sa médiation, ses représentations, autrement sa problématique des contours de l'œuvre elle-même, avec des consciences qui intéressent aussi les relations entre fictionnalité et factualité, à travers un usage particulier de la métanalyse. Alors la métanalyse, qu'est-ce que c'est en 2 mots? C'est une notion définie par la théoricien, je reprends la définition de Genette, qui est la plus immédiatement compréhensible. La métanalyse, c'est le franchissement de cette frontière sacrée, dit Genette,
entre deux mondes, le monde où l'on raconte et le monde que l'on raconte. Donc, il y a Métalepse, par exemple, dans une fiction, quand un narrateur, décrivant un tableau, représentant une scène, franchit le cadre du tableau et s'immerge dans la scène pour nous la raconter comme si c'était devenu son univers de référence réel. Hein, c'est ce qu'on appelle une entrée dans le tableau. On peut faire évidemment une métalepse dans le sens inverse, c'est-à-dire que ce qui était dans un premier temps décrit comme vécu par le narrateur se révèle en fait la description d'une représentation de la scène en question, donc sur le modèle de l'exprasis. Alors, évidemment, cette notion de métalepse, elle est définie, c'est une notion de narratologie, mais on peut l'élargir aux artefacts visuels, performantiels. J'y reviendrai dans le cours de mon exposé, même si je n'aurai pas le temps de développer autant que je voudrais cette question dans les 20 minutes que je vais essayer de tenir. Donc mon idée, c'est que les œuvres de Huyghe, des plus minimalistes, celles du début, aux plus spectaculaires, se placent dans la dépendance d'un texte qui en est soit l'impulsion, soit l'accomplissement, et parfois même les deux à la fois. À savoir que le texte en question occupe une position ambivalente, disons, entre quatre possibilités, quatre aspects possibles. D'une part, le pur statement conceptuel, description de l'œuvre en lieu et place de l'œuvre, comme depuis par exemple Laurence Ménard. Deuxièmement, une possibilité de récit autorisé, comme Jean-Bernard Poinçon, c'est-à-dire le discours dont l'artiste accompagne sa prestation esthétique pour en assurer l'information conformément à ses intentions. Troisièmement, troisième possibilité, l'autocommentaire, commentant les œuvres. Et puis quatrième possibilité, le discours des sortes de l'œuvre, assumé cette fois non par l'artiste, mais par un médiateur extérieur. Et les textes qui sont adossés aux œuvres artistiques de Huyghe hésitent, flottent, se distribuent entre ces quatre possibilités. Et c'est la façon de la perspective qui est proposée par la Galerie au Centre Pompidou en 2013, ainsi que le livre publié au moment me donne l'occasion de faire cette réflexion. Là, je reproduis la couverture du livre, parce que je ne suis pas le temps de parler de cette exposition. Je vais parler de ce livre. Ce livre qui récapitule la production de Pierre Huyghe dans son développement chronologique, en présentant chaque œuvre à travers un ensemble de documents visuels, croquis, préparatoires, vues de l'exposé, ou vues d'exposition antérieure, photogrammes vidéo, etc. Et à tout cela s'ajoute, pour chaque œuvre, du texte, contrairement aux parties de l'exposition elle-même, qui était plutôt avare d'explications. Donc le livre, en sort de l'exposition, est bienvenu dans l'expo, et fait pour nous chauffer à blanc, nous inciter à nous ruer sur le livre, où on trouve effectivement les textes sont de plusieurs variantes, pour une même œuvre, et il s'agit pour beaucoup de textes repris et qui ont été remaniés pour cette publication à l'évidence dans un souci de modélisation stylistique et de texte pour unifier le matériel par des traits hétérogènes. On a des notions, des discours un peu des commentaires, des spécifications factuelles, de la description, des contenus rétrospectifs. Donc tout ça, pour le livre 2013, a été rassemblé et un peu unifié, avec aussi une tendance observable à neutraliser, dans certains cas, une certaine emphase qui était sensible dans les versions originales du texte. Par exemple, les textes de Pierre Huyghe qui accompagnaient Journey at Rosent. Si vous comparez les premiers textes à ceux qui figurent dans le catalogue de 2013, il y a vraiment un effet de neutralisation de l'emphase et de l'héroïsme qui caractérisait la première version. Et puis, donc, tout ça pour aboutir à une sorte d'écriture dépouillée, une écriture généralement présente. Et ces textes sont par ailleurs sans signature.
donc sans énonciateurs identifiés, et donc à ce titre, ils sont imputables aussi bien à Pierre Huyghe qu'à Emmanuel, qui sont mentionnés tous deux dans l'os de ce livre comme directrice, directeur d'ouvrage. Et de cette ambivalence énonciative du texte découle un flottement quant au statut même de ce livre dont je vous montre la couverture. Est-ce que c'est un catalogue d'exposition ou est-ce que c'est un livre d'artiste? Est-ce que c'est un livre sur Pierre Huyghe ou un livre de Pierre Huyghe? Est-ce qu'il s'agit d'une présentation, de représentation des œuvres de Pierre Huyghe à base de documents, d'archives, voire de commentaires, ou est-ce qu'il s'agit, ce livre, d'une œuvre ou d'œuvres à part entière? Et c'est cette première forme d'incertitude quant au livre, qui est donc recevable à la fois comme représentation d'œuvre et comme œuvre, que je range sous cette étiquette de métalepse, ou plutôt de flottement métaleptique. On ne sait pas si on a affaire à une œuvre ou à une image d'œuvre, en quelque sorte. Œuvre de Pierre Huyghe ou représentation, c'est-à-dire un livre sur les œuvres de Pierre Huyghe. Alors, cette ambivalence globale du livre, elle se retrouve à chacune de ces pages, puisque chaque présentation d'œuvre peut se lire à la fois comme archive de l'œuvre, archive de sa genèse, archive de son exposition, ou aussi comme projet d'une œuvre qui n'aurait pas été réalisée, mais qui serait potentiellement réalisable. Donc, une espèce de discours sur l'œuvre, mais chaque page peut se lire aussi comme œuvre à part entière. Alors, pour me faire comprendre, je vais partir d'un exemple simple à décrire. Il s'agit d'une œuvre de 1992 intitulée Trajet, et qui, à bien des égards, peut être considérée comme emblématique des principes essentiels du travail de Huyghe. Je vous la montre, donc telle qu'elle apparaît dans ce catalogue de 2013. Je l'ai sélectionnée parce qu'elle est beaucoup plus simple que beaucoup d'autres propositions de Huyghe, qui sont très élaborées et donc très difficiles à présenter dans le cadre étroit d'une communication. Cette œuvre, disons qu'elle a des vertus pédagogiques. Donc vous voyez sous l'intitulé, Trajet, et la date, 92, une photo en noir et blanc, prise de nuit, un cadre urbain, et qui nous montre d'assez près... Oui, qui nous montre d'assez près un camion vitré sur 3 côtés, éclairé de l'intérieur, et dans lequel on voit un homme ou un mannequin, parce que là on peut pas juger d'après cette photo, qui se tient debout. Et sous l'image, on lit le texte suivant, une seule phrase: un piéton marche sur un tapis roulant à l'intérieur d'un véhicule vitré qui le transporte de son domicile au lieu signifiant de sa vie publique. Voilà. Alors à partir de là, on se pose la question, en quoi consiste Trajet? Ici, comme ailleurs dans le livre, on n'a aucune des indications d'usage concernant ce qu'on peut appeler l'immanence de l'œuvre, au sens de Genette là encore, c'est-à-dire en quoi consiste physiquement l'œuvre. On n'a pas d'indication de nature, de médium ou d'éléments constitutifs, pas d'indication de taille ni de durée, et de ce fait, plusieurs hypothèses sont envisageables sans qu'aucune ne soit tout à fait satisfaisante. Alors, je vais passer en revue 4 hypothèses. Nous pouvons considérer que Trajet, première hypothèse, c'est une performance qui a eu lieu en 1992 dans une performance donc in situ, un événement unique, et que la photographie a été prise à cette occasion. Cette page que nous voyons ici serait donc un document, une archive de la performance en question. Problème, on n'a aucune indication de lieu ni de date précise qui ne viendrait repérer l'événement en question, ce qui fait que la valeur documentaire de cette page est toute relative. Les indications textuelles ne remplissent pas complètement leur fonction attendue de référenciation et donc d'attestation de la performance comme événement unique. D'où, deuxième lecture de cette œuvre, Trajet serait une performance réitérée ou
réitérable en différents lieux, à différents moments, si bien que l'œuvre serait plutôt du côté du texte qu'il a décrit, qui comporte d'ailleurs des éléments d'information qui ne sont pas inférables de l'image. Le fait que le piéton se trouve là sur les lieux habituels de ses trajets quotidiens, le fait qu'il marche sur un tapis roulant, ça c'est le texte qui vous le dit, l'image ne le montre pas. Mais disons que cette photographie serait là pour montrer accessoirement une des occurrences possibles de cette performance, mais que donc l'œuvre serait plutôt de l'ordre du statement à la Weiner, donc une performance virtuelle, une idée de performance, et ce texte serait un statement qui pourrait aussi évoquer un de ces paragraphes de œuvre d'Édouard Levé, qui n'existait pas en 92, mais qui existe en 2013, œuvre d'Édouard Levé et de 2000 si je ne me trompe. Troisième hypothèse, quant à la nature de cette œuvre trajet, eh bien on pourrait dire que c'est une photographie dont nous aurions ici une reproduction, et le texte ne serait qu'un complément d'information, alors au statut un petit peu flottant, un peu problématique. Le texte ne serait ni le titre de la photographie, puisqu'il y a déjà un titre, trajet. Le texte ne serait pas non plus directement incrusté dans l'image. Disons que le texte serait une légende au sens étymologique du mot, c'est-à-dire ce qui doit être lu, pour bien comprendre l'image. Problème, il n'y a pas d'indication sur la photographie elle-même qu'on attend quand l'œuvre est une photo, c'est-à-dire indication de taille, technique de tirage, nombre d'exemplaires éventuels. On n'a pas. Donc cette hypothèse, elle n'est pas assumable complètement, pas plus que les deux précédentes. Quatrième et dernière hypothèse de lecture, l'œuvre trajet, c'est cette page elle-même, que nous avons sous les yeux, donc un montage texte-image qui date de 2013, un montage au statut intermédiaire entre texte didactique qui nous convie à une expérience de pensée. Imaginons un piéton qui serait dans telle ou telle situation, et avec un renvoi à une illustration pour mieux faire comprendre les choses. Ce pourrait être aussi un texte plus littéraire, qui serait un peu intermédiaire entre fiction et documentaire, vous savez, un petit peu comme une page d'un roman de Sebald, avec une illustration photographique. Et d'ailleurs, il y a chez Huyghe une littérarité affleurante, même si c'est moins net que chez d'autres artistes qui lui sont directement associés, comme Dominique Gonzalez-Foerster, par exemple. Mais donc, l'idée, c'est qu'aucune de ces quatre hypothèses, quant à en quoi consiste cette œuvre, aucune de ces hypothèses n'est à exclure, parce qu'aucune n'est entièrement satisfaisante. Et la conséquence, c'est qu'en particulier, il y a une incertitude quant au régime de l'œuvre, régime au sens de Goodman, à savoir, est-ce que c'est une œuvre autographique ou allographique? Alors, essayons les deux hypothèses. Régime autographique, pourquoi pas? Dans l'hypothèse 1, trajet comme performance unique in situ, et dans l'hypothèse 3, que je faisais tout à l'heure, trajet comme œuvre photographique, tirée en n exemplaires. L'œuvre est une réalité matérielle, circonscrite dans l'espace et le temps où elle se manifeste, et dans ce cas, la page que nous avons ici serait bien celle d'un catalogue, ce serait une reproduction légendée d'une œuvre unique, donc une page sur Pierre Huyghe. Mais régime allographique, pourquoi pas non plus, ça marche aussi. L'œuvre est un objet idéal qui ne se manifeste qu'à travers un support physique indéfiniment reproductible. En l'occurrence, c'était mon hypothèse 2, trajet serait une espèce de pièce de théâtre, théâtre de rue en quelque sorte, dont nous avons ici le livret, la didascalie ou la partition, à savoir le texte, augmenté d'une archive d'une des représentations de la pièce en question, la photographie. Ou hypothèse 4, trajet est un texte didactique ou littéraire comportant une illustration. Et dans ces deux hypothèses de lecture de trajet comme œuvre allographique, donc, dans ce cas, la page que nous avons sous les yeux est bien une page de Pierre Huyghe. Alors, il faudrait analyser le statut pragmatique du texte dans chacun des cas de figure. Il faudrait analyser l'instance énonciative. Est-ce que c'est l'artiste ou pas l'artiste qui parle? Il faudrait analyser
la valeur du présent descriptif, du présent, je veux dire, est-ce que c'est un présent prescriptif, un piéton marche, etc., ou un présent constatif? Est-ce que c'est un présent descriptif ou narratif? Il faudrait analyser le sens de l'article indéfini, ce 1 de un piéton. Est-ce qu'il est en emploi générique, un piéton quelconque, ou en emploi spécifique, un piéton en particulier? Il faudrait se demander si l'énoncé est fictionnel ou factuel. Il y a plein de lectures possibles en fonction des 4 hypothèses que je faisais. Je n'ai pas le temps, évidemment, de faire ce travail ici. Ce sera un bon travail à faire, à demander à faire à des étudiants, oui, pour prendre conscience vraiment de l'équivoque qu'on a quand on est face à cette page. Mais disons que je conclurai rapidement en disant que Trajet, finalement, c'est une œuvre qui n'est pas stabilisée. En 2002, c'était peut-être une performance réelle. Aujourd'hui, c'est une page de catalogue. Demain, ça sera peut-être la page d'un livre de fiction. Je conclurai sur l'idée qu'il y a une indifférence ici, mais peut-être chez Huyghe plus généralement, entre fantasme d'œuvre, script d'œuvre, implémentation, performance et archive de l'œuvre. C'est ce que j'appellerais un flottement métaleptique, donc une indétermination troublante concernant le statut sémiotique de ce que nous avons sous les yeux, encore une fois, grosso modo, œuvre ou image d'œuvre. Et encore une fois, c'est le texte qui joue un rôle essentiel dans ce flottement. Et si vous regardez bien maintenant le contenu de l'œuvre, je le fais très très rapidement en 2 mots, eh bien, vous vous apercevez que le contenu de l'œuvre thématise ce flottement, justement, ce flottement métaleptique, puisque le piéton que nous voyons ici est à la fois lui-même un vrai piéton et une image, un spectacle, une fiction de lui-même, puisque ce piéton est en quelque sorte en situation d'auto-performance, il joue son propre rôle, avec cette particularité qu'il joue son rôle dans le contexte réel où il effectue la marche au quotidien. Donc, on a affaire à une simulation de la part de cette personne qui présente un écart minimal par rapport à la réalité correspondante. C'est une espèce de vraie fausse marche effectuée sur les lieux de la marche réelle par la personne qui marche. Donc, on a affaire à un décollement sémiotique inframince, je sais qu'on aime bien cet adjectif ici, entre praxis véritable et imitation de cette praxis. Voilà donc pour l'idée que cette œuvre elle-même, son contenu, interroge cette question de l'écart entre réel et représentation. Alors je voudrais à présent envisager les choses sous un autre angle, à partir d'une œuvre plus récente et infiniment plus élaborée dans sa dimension plastique et performative. Je veux parler de The Host and the Cloud, présenté en 2009-2010 au Musée des Arts et Traditions Populaires à Paris. Et je vais m'intéresser, alors non pas au texte procuré par Huyghe dans le catalogue de 2013, je vous montre simplement pour information le début des pages sur The Host and the Cloud dans le catalogue de 2013. Ça se poursuit par toute une série de photos, vous voyez, et de textes, mais je ne vais pas m'intéresser à ce texte, je vais m'intéresser à un compte-rendu de cette œuvre, publié au moment même de l'œuvre, c'est-à-dire en 2010, par le critique Éric Troncy, dans une revue d'art, la revue qui s'appelle Numéro, que vous connaissez peut-être, donc en avril 2010. Avant de parler de ce compte-rendu de l'œuvre par Troncy, je veux d'abord vous rappeler un élément important de cette œuvre, The Host and the Cloud. Il faut bien voir qu'avec cette œuvre, Huyghe exploitait, donc en 2009-2010, encore un peu plus qu'il ne l'avait fait auparavant, le principe de l'exposition conçu comme un monde en soi, avec sa temporalité et son déroulement propre, sur le mode, en quelque sorte, d'un vivarium, à la fois
naturel, puisqu'il peut y avoir dans les œuvres expositions, performances, environnement de Huyghe, comme celle-ci, il peut y avoir des animaux, des végétaux, des phénomènes atmosphériques. Bon, ce n'était pas trop le cas dans The Host on the Cloud, mais... Et il peut y avoir, je parle de vivarium, un vivarium aussi humain, puisqu'il y a des gens dans ces expositions, et c'est le cas dans The Host on the Cloud, il y a des gens qui font des choses de manière à la fois codifiée, contrainte et imprévisible. Donc Pierre Huyghe, ici comme dans beaucoup de ces environnements, transforme le dispositif de l'exposition en une espèce d'enclave vivante, un écosystème qui préexiste au visiteur et qui se prolonge au-delà de sa visite. Et tout cela produit sur le visiteur l'impression que l'exposition ne relève pas du spectacle, autrement dit d'une fiction entièrement circonscrite dans le temps et dans l'espace et ayant vocation à être vue, mais que cela constitue une forme d'événement ou d'événementialité au moins partiellement non anticipable et indépendant du visiteur. Et donc le visiteur n'est censément pas le spectateur d'une proposition qui se livrerait entièrement à lui dans le temps de la visite, il est requalifié en témoin d'une réalité qu'il ne peut appréhender dans la globalité de son déroulement, une réalité qui le dépasse et dont il est aussi potentiellement constitutif lui-même, dans la mesure où la présence de ce visiteur dans l'exposition pourrait bien interférer avec le déroulement de cet écosystème qu'il visite. Et c'est précisément parce que le visiteur est dépassé en quelque sorte par ce qu'il voit, qu'il éprouve face à ce qu'il voit une impression de réalité brute et non pas de spectacle, justement. Une réalité qui vous déborde, une réalité inappropriable, c'est ça la réalité, c'est ce qui n'est pas appropriable, et une réalité face à laquelle, à ce moment-là, le récit devient essentiel, et à double titre. D'abord parce que, face à cela, le spectateur est en attente de récit, un récit susceptible de lui restituer ce qu'il n'a pas pu voir, qui se serait déroulé avant sa visite, ou ce qu'il ne pourra pas voir, ce qui se sera déroulé après sa visite. Et d'autre part, il est lui-même porté au récit en tant qu'il a été témoin de quelque chose, qui pourra au moins dire ce qu'il a vu, à défaut d'avoir tout vu et d'avoir tout compris. Et The Host on the Cloud porte, je pense, à son plus haut degré ce conditionnement du visiteur qui donc se trouve placé en attente de récit et en désir de production de récit. Comment ça se passe précisément ici? Alors, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais la particularité de cette œuvre, c'est qu'elle n'a été vue en son temps, 2009-2010, que par quelques happy few du monde de l'art, dont Éric Troncy, qui en a fait ensuite un compte-rendu dans une revue. Et c'est cette particularité qui m'intéresse. Je vais terminer là-dessus. Alors, vous allez me dire, il y a un côté marketing dans tout ça, un côté dispositif promotionnel bien compris. Ça a été évidemment reproché à Huyghe d'une manière tout à fait légitime. Vous savez, cette dramaturgie du secret, des mois de préparation quasiment à huis clos de cette œuvre, et puis surtout la restriction d'accès à en gros 10 ou 15 personnes triées sur le volet, le moment venu. Tout ça, évidemment, c'est de la stratégie win-win, comme on dirait aujourd'hui, jusqu'à la caricature. Ça produit un phénomène circulaire de valorisation mutuelle entre l'artiste et le ou les critiques, puisque en gros l'artiste star adoube le critique en l'élisant, lequel, à son tour, flatté d'être élu, va célébrer l'artiste par un compte-rendu forcément enthousiaste, pour ne pas dire exalté, évidemment. Je ne vous lis que le chapeau du compte-rendu d'Éric Troncy, donc dans la revue Numéro en avril 2014.
Ça commence comme ça. Le 14 février dernier, Pierre Huyghe proposait à une poignée de témoins triés sur le volet, comprendre dont moi, petit exercice d'autosatisfaction de la part de Troncy, qui est peut-être dans la salle, mais je ne lui en veux pas, je trouve son texte très intéressant, vous allez le voir tout à l'heure. Donc, Pierre Huyghe proposait à une poignée de témoins triés sur le volet d'assister à une performance inédite au Musée des Arts et Traditions Populaires. Récit d'une expérience unique. Suit donc un récit sur quelques colonnes de l'expérience en question. Je n'ai pas le temps d'en lire plus, mais croyez-moi, il faut voir quand même avec quelle naïveté, disons, Troncy se prête à l'illusio, comme aurait dit Bourdieu, c'est-à-dire qu'il est dans une attitude qui consiste à naturaliser le jeu qu'il joue comme s'il ne jouait pas. Alors tout ça est évidemment discutable, à moins, on peut dire peut-être que ça ne soit de la critique institutionnelle au second degré, mais je n'en suis pas tout à fait sûr. Cela dit, je ne suis pas que critique à l'égard de ce texte de Troncy. Ce texte m'intéresse parce qu'il me porte à m'interroger sur la question de son statut. Ce texte se présente donc comme le récit factuel d'un journaliste qui chronique, par son récit, l'événement auquel il a assisté auprès d'un public, justement, qui diffuse, qui relaie cet événement auprès d'un public qui, lui, n'a pas pu y assister. Ok. Sauf que le journaliste n'est pas un envoyé spécial sur le théâtre des opérations, c'est un invité de l'artiste lui-même dans le théâtre de l'artiste. Il est venu à un moment précis, sur instruction de l'artiste, une instruction de la part de Huyghe qui est à considérer comme étant sur le même plan que celle qu'il a donnée aux acteurs à l'intérieur du musée. Donc, Troncy, dans cette histoire, n'est pas un médiateur externe de l'œuvre. Il participe de l'œuvre. Il en est un opérateur. Je dirais même qu'il accomplit l'œuvre, puisque l'expérience qu'il en a faite et dont il rend compte en tant que privilégié, et ça ne peut pas marcher si l'œuvre avait été grande ouverte au public. Donc, cette expérience et le récit qu'il en fait actualisent des effets de sens de l'œuvre qui, sans ça, sans ce dispositif, ne seraient pas advenus. Alors, de ces effets de sens, quels sont-ils? En deux mots, je terminerai là-dessus. On peut ironiser sur l'espèce de modèle charismatique qui surdétermine ce compte-rendu. Troncy, dans une espèce de position d'apôtre, de témoin au sens évangélique, d'un événement quasi miraculeux. Cela dit, il y a du vrai là-dedans. Il y a du vrai, et si on reparcourt la manière dont il raconte sa visite, on s'aperçoit qu'il la raconte finalement comme une expérience quasi initiatique de perte de repères, et je veux bien croire que c'était le cas. Je cite juste quelques lignes qui sont à la fin de sa chronique. Plus rien ne semble réel, et on a soudain l'impression de se retrouver dans le film Inland Empire de David Lynch, dans l'un de ces moments entre réalité et cauchemar, où l'on ne sait plus qui l'on est. Alors, c'est une comparaison faite par Troncy, mais je veux croire qu'il l'a vécu comme tel. Alors, je regarde d'un peu plus près son compte-rendu, en le commentant. Troncy témoigne d'un certain sentiment d'inquiétante étrangeté, d'inconfort, d'une incertitude sur la pertinence de son parcours. Est-ce que je fais bien d'aller là? Est-ce qu'on me porte à aller là? Il ne sait pas. Un sentiment de frustration à l'idée de manquer quelque chose. Une mauvaise conscience à se trouver en position de voyeur, parfois. Un doute sur le statut sémiotique de ce qu'il voit.
des personnages joués par des acteurs ou une performance réelle? Il ne sait pas trop. Il est perplexe. Il se trouve aussi dans l'impossibilité de savoir si ce qui se déroule sous ses yeux est orchestré ou non à son attention. Impossible pour lui de savoir si sa présence interfère avec le déroulement des opérations, et cette incertitude est justement liée à la restriction d'accès. S'il y avait 300 spectateurs, ça ne pourrait pas fonctionner comme ça. Ou au contraire, s'il n'a pas devant lui le monde comme s'il n'était pas là pour le voir, à savoir un happening qui semble avoir lieu comme s'il avait lieu sans les spectateurs et qui place donc le spectateur en position spectrale. Et de fait, Troncy se sent comme un fantôme qui hante le monde où il n'aurait peut-être pas dû se trouver. Alors vous voyez qu'on a ici, on a derrière tout ça des modèles fictionnels. Et Troncy fait lui-même le rapprochement de son expérience avec ce qui se passe dans un film de David Lynch. Mais on pourrait multiplier les références fictionnelles de situations semblables. Les scénettes un peu étranges décrites par Roussel dans Locus Solus, par exemple. La fête étrange du Grand Mône. Bioy Casares, que vous connaissez tous. Encore avant, bien avant, la fameuse nuit très bizarre de Point de lendemain, de Vivant de nom, ou encore La Nouvelle rêvée de Schnitzler, dont vous connaissez le film aussi tiré par Kubrick, Eyes Wide Shut. Ce sont des situations équivalentes, mais il faut bien voir ici que cette expérience étrange est une expérience vécue dans le monde réel par Éric Troncy lui-même, et non dans l'enclave fictionnelle, donc par un personnage de film ou par un personnage de roman. Et ce qui se passe, c'est que via le récit factuel qu'en donne Troncy en tant que journaliste, eh bien, l'artefact de Pierre Huyghe, un artefact totalement construit, qu'on pourrait qualifier de fiction, va s'accomplir dans le réel, et que donc l'œuvre de Huyghe, via son paratexte, via la médiation qu'en donne Troncy, va en quelque sorte opérer dans la réalité ce qu'un roman ou un film ou une exposition plus conventionnelle enfermerait dans son médium spécifique. Et voilà, je terminerai simplement là-dessus en disant qu'on a là une forme de métalepse, cette fois réelle. La métalepse n'est pas interne à la fiction, comme toutes les métalepses que peut décrire Genette et les théoriciens du récit. On a ici affaire à l'épanchement d'un artefact fictionnel dans le monde réel, à la faveur de son relais par le témoignage, qui est constitutif de l'actualisation de l'œuvre. Voilà, je vous remercie. On peut déborder. Le temps de faire un transfert avec un Skype. Une question dans le public. Bonjour, merci pour votre intervention. Je voudrais revenir sur le texte, sur le... Comment ça s'appelait déjà Le trajet, oui. Vous n'avez pas mentionné la numérotation de la page, et j'aimerais savoir qu'est-ce que pour vous ça peut signifier de plus ou de moins, ou alors vraiment ça vous la numérotation de la page, on est à la page 13, c'est-à-dire page 11, je crois. Page 11. Au tout début du catalogue, mais comme j'ai dit, le catalogue présente les œuvres dans leur ordre chronologique. Donc il s'agit d'une des premières œuvres présentées, tout simplement. Il y en a il y en a 2 ou 3 avant, je ne sais plus. Alors on peut dire, attention, ce catalogue et cette rétrospective fait un peu l'impasse sur les premières productions de Huyghe des années 80 et fait débuter l'œuvre de Huyghe à la décennie 90. Pour des raisons que je ne peux pas développer ici, mais qui visent peut-être
à réécrire l'œuvre de Pierre Huyghe, à réaménager les conditions de sa réception, c'est possible, en escamotant une première partie qui serait devenue inavouable. Enfin, il y a un très bon article là-dessus de Nicolas Fourgeot dans Art Press qui explique que faire débuter l'œuvre de Pierre Huyghe aux années 90 n'est peut-être pas innocent. Donc ce n'est pas innocent le fait que Trajet soit présenté en page 13, là où, si la rétrospective était plus exhaustive, il devrait être présenté en page 25. Voilà. Voilà, je me sauve peut-être. Ouais. Merci Pascal. J'ai oublié aussi de vous dire que Pascal a récemment publié l'an dernier un remarquable ouvrage qui s'intitule « La tentation littéraire de l'art contemporain » aux presses du réel. Merci Pascal. On va appeler Sophie et on va faire un Skype. On va tenter de faire un Skype. Sophie Kaplan, qui devait être avec nous aujourd'hui, mais pour des raisons de neige, ne peut pas. Sophie Kaplan est la directrice du Centre d'art La Criée à Rennes. C'est bon ? Oui, je peux parler, voilà, je parle. Est-ce que... bonjour à tous. Donc, c'est assez amusant parce que c'est la neige bretonne, la fameuse neige bretonne qui m'empêche d'être parmi vous aujourd'hui. Néanmoins, le phénomène naturel a été compensé par la technologie puisque je vous suis en streaming. Et donc c'est assez amusant. Donc je fais un exercice de dédoublement et je ne suis pas parmi vous aujourd'hui pour vous parler d'une expérience et d'un cycle qu'on a mené tout au long de l'année 2017 et qu'on poursuit encore un peu cette année autour de la question du récit dans l'art contemporain, un cycle qui s'appelle Alors que j'écoutais moi aussi, d'après une phrase d'un poème de David Lottin. Et je propose de parler, de réfléchir au récit comme lieu de débat et débat du plastique et du poétique. Et Fanny va faire ma main sur le PowerPoint que j'avais préparé. Donc voilà, on s'excuse par avance des petits problèmes techniques qu'il pourrait y avoir. Tout va bien, je peux continuer ? Donc le cycle d'exposition et d'événements Alors que j'écoutais moi aussi est un cycle qui a débuté à la Criée, Centre d'art contemporain de Rennes en janvier 2017 et qui s'achèvera par un chapitre américain à Los Angeles et à New York au printemps 2018. C'est un cycle qui a été imaginé en étroite collaboration avec les artistes Félicia Atkinson, Julien Bismuth et Yann Serrandour et qui mêle exposition, performance, rencontres, publications, concerts, etc. En cherchant à construire un récit subjectif et polyphonique abordant les questions du rapport au livre, à l'énoncé et à l'énonciation, à la rumeur, à l'oralité, à l'histoire et à la fiction.
Donc c'est dans ce cadre et en échangeant autour de ces questions avec Fabien Vallos que celui-ci m'a proposé de venir vous en parler ici, à Arles, depuis la Bretagne. Dans l'introduction à ce colloque, Fabien cite la lettre ouverte de Broutars qui dit que dorénavant art plastique et poésie se tiennent main dans la main, et en interrogeant le rapport à la parodie, à la sincérité, etc., contenu dans cet énoncé. Donc la question que j'ai envie de poser tout simplement là, c'est est-ce que dans ce cycle autour du récit, est-ce que art plastique et poésie se sont tenus la main? Est-ce que c'est le cas par ailleurs dans les actions qu'on mène à la Criée, où depuis que je suis arrivée à la direction il y a 5 ans, j'ai émis l'envie et l'hypothèse que la Criée pouvait être un lieu où l'art se raconte. Parce que j'adore raconter des histoires, j'adore qu'on m'en raconte, et à ce titre, les artistes plasticiens sont parmi, pour moi, les raconteurs souvent les plus passionnants. Donc, ce qui veut dire que les arts visuels passent par le langage, par les langages, ou pour le dire autrement, par la question de l'interprétation, de la traduction, qui sont au cœur à la fois des œuvres elles-mêmes, mais aussi des discours qu'on peut avoir sur les œuvres, en assumant tout à fait le fait que ces discours, ces interprétations, ces traductions mettent en avant une part de subjectivité et donc à partir de là de changement inhérent à l'œuvre dans le fait de sa mise en vue, de sa mise en partage. Donc c'était ces questions-là qu'on a voulu aborder à travers la question du récit. Pour laquelle nous sommes en fait partis de la notion de récit dans son acceptation large, telle que Paul Ricoeur l'a définie dans Temps et récit. Donc le récit comme une synthèse de l'hétérogène. Ricoeur définit en effet le récit comme tout acte de parole ou d'écriture opérant une forme de configuration temporelle. Ainsi, entre dans cette définition à la fois le roman, le théâtre, la poésie, le cinéma, même la conversation. Et donc nous avons décidé d'y faire rentrer de la même façon l'art, les œuvres plastiques, l'art tout en entier. Nous nous sommes également appuyés ou lovés, on va dire, sous l'aile de Borges, pour qui le rapport au récit est à l'importance qu'on connaît, et notamment dans la nouvelle Yoran Morana du rapport de Brody, il dit cette chose qui a été un des points de départ. Il dit « Je ne sais si le fait est exact, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est que cette histoire ait été racontée et qu'on y ait cru. » Enfin, il y a une analyse de Genette dans Figurin qui nous a donné un point d'appui important où il dit la littérature, donc nous on l'a compris comme l'écrit, on l'a entendu comme l'écrit, le langage en général, et bien ce champ plastique, cet espace courbe où les rapports les plus inattendus et les rencontres les plus paradoxales sont à chaque instant possibles. Donc ça, c'est vraiment à partir de là, ça nous a ouvert des horizons à l'interprétation. Et ça a supposé dans notre rapport au récit finalement pas se poser la question des frontières entre ce qui relèverait du plastique et ce qui relèverait du poétique, ce qui relèverait du texte et ce qui relèverait de l'image, de façon un peu caricaturale entre forme et fond, mais bien d'envisager ces rapports entre texte et image comme un tout indissociable, comme un ensemble poreux, où les deux entités, pour autant qu'elles gardent leur unité, pour autant qu'on sait qu'elles sont distinctes, ne cessent en fait de se mêler, de se confronter, de se nourrir l'une l'autre. Bref, qu'elles naviguent dans les mêmes eaux, qu'elles se débattent entre elles et qu'elles s'ébattent souvent ensemble. Au bout de quelques mois, ça fait maintenant 1 an qu'on travaille sur ce projet, et en réfléchissant à cette présentation,
Dans ces rapports quand même entre texte et image, on a le cycle, le travail qu'on a mené peut me permettre de distinguer deux niveaux de rapport. Enfin voilà, c'est pas de distinction très originale, mais qui souvent s'entremêlent, et c'est là où Bouta se retrouve. Des œuvres, des propositions qui vivent à travers les mots, à travers le récit qu'on en fait, et des œuvres où les mots seraient des objets indépendants, donc seraient des images. Et évidemment, un entre-deux où il y a à la fois le récit et le mot image. Le premier rapport qui est celui donc des mots, des œuvres qui vivraient à travers le récit qu'on en ferait, dont Pascal Mougin, je crois, vient de donner un exemple à travers Troncy et Huyghe, nous renvoie à la mimésis finalement et à l'acceptation du langage de la langue dans son usage, disons, commun. La deuxième hypothèse, celle des mots qui sont des objets indépendants des images, finalement nous renvoie à l'idée d'un rapport cratiléen, malarméen, synesthésique aux mots. Nous renvoie à Socrate qui dans le Cratyle émet l'hypothèse que les mots sont plus que des instruments qui servent à nommer la réalité, qu'ils sont comme des images qui renvoient à la réalité, d'où découle la possibilité d'erreur d'attribution. Une image n'imite jamais parfaitement une chose, sinon ce n'est plus une image mais une copie, indépendante de son original. De même pour les noms, si le nom de Cratyle imitait parfaitement Cratyle, il n'y aurait plus un ni deux Cratyle. Donc Socrate avance que la propriété du nom consiste à représenter la chose telle qu'elle est, que le nom est en quelque manière une image de la chose, comme les peintures, les œuvres sont également des imitations dans notre genre, et que donc on peut rapporter, attribuer respectivement ces deux sortes d'imitations, savoir les noms et les peintures aux objets, à savoir les noms et les peintures aux objets qu'elles reproduisent. Et dans le mélange entre ce rapport au récit et ce rapport disons, au mot-image, là c'est un peu les œuvres d'art comme objet d'une combinatoire, et Broutard fait ça en faisant en fait, en utilisant un peu la métaphore du langage à travers son approche des œuvres d'art, en entendant le langage comme un système d'articulation dans sa capacité à produire des images ou à établir un discours. Donc voilà, c'est là où on en est à présent dans ces allers-retours, disons, entre le textuel, le visuel et le visuel qui nous ont occupés pendant toute cette année. Et je vais à présent rendre les choses, on va dire, un peu plus concrètes à travers quelques exemples d'œuvres produites ou activées pendant le cycle alors que j'écoutais moi aussi, et montrer en quoi ces œuvres sont aussi intéressantes dans le fait qu'elles impliquent d'une façon ou d'une autre dans ce rapport qu'elles créent avec le langage une importance toute particulière de la question de l'adresse et de la transmission. Voilà, donc je vais d'abord, Fanny, je pense que tu peux passer la première diapo. Je l'ai fait en même temps que vous. Donc, je vais d'abord vous parler de... On s'est posé la question de, puisqu'on était dans le récit, vous savez, souvent dans les centres d'art, on fait des programmes de saison, on écrit beaucoup de textes pour parler des expositions qui n'existent pas encore, d'œuvres qui sont souvent en production au moment où on doit déjà parler d'elles. Et puis, comme on était beaucoup dans ce rapport à la littérature, on a décidé de demander à une écrivaine de nous écrire le texte du programme de saison sous forme d'une fiction. Donc, en fait, c'est Célia Oudard
qui a, je ne sais pas si, du coup, je vois pas si vous avez réussi à voir, mais voilà, ça c'est le programme de saison, avec un texte de Célia Oudard qui s'appelle Le Scribe est un sphinx. Et ce petit programme, qui ressemblait à finalement un petit livre de poche, pouvait se retourner dans l'autre sens, et nous avions quand même quelques indications plus concrètes, on va dire, sur le cycle avec la liste des expositions. Mais pour bâtir son annonce de son texte sur la saison, enfin le cycle à venir, en fait, Célia Oudard a beaucoup discuté avec les artistes associés, donc Félicia Atkinson, Julien Bismuth et Yann Serrandour, et donc du coup a eu des informations sur la nature, on va dire physique des œuvres, visuelle des œuvres, à partir des récits qu'en ont fait les artistes. Et à partir de ça, elle a écrit cette nouvelle où en fait, finalement, plus qu'une nouvelle d'anticipation sur ce qu'allait être la saison, elle s'est replongée sur plutôt une nouvelle ce qu'elle appelle une rêverie archéologique et un voyage dans le temps, en écrivant une nouvelle qui se déroule au Louvre, où elle va finalement interroger le fameux scribe du Louvre pour lui demander, discuter avec lui de toutes ces rumeurs d'œuvres qu'elle a entendues, et elle construit un texte qui est à 100% une nouvelle, et dans lequel en fait, voilà, je ne peux pas vous en faire la lecture, mais où elle note cette phrase qu'elle a trouvé que certains textes égyptiens, donc je vous lis, scribe du contour, c'est ainsi que les textes égyptiens nommaient les peintres et les dessinateurs. Scribe du contour, je trouve ça assez beau dans la problématique qui nous intéresse. Donc Félicia, Yann, Julien, qui parmi vos artistes invités serait selon vous un scribe du contour? Donc au bout d'un an, je pense que la réponse est quasiment tous les artistes de cette proposition, peut-être pourquoi pas en général, peuvent être qualifiés de scribe du contour. Et une chose aussi assez que nous avons décidé de faire par rapport à cette démarche de rapport au récit, c'est que cette petite plaquette du cycle ne comportait aucune image. Voilà, on mettait en jeu aussi ce rapport entre le texte et l'image, en proposant dans un centre d'art censé ne montrer, enfin voilà, être le lieu du plastique et des visuels, un document de communication qui non seulement n'en est pas un puisque c'est une nouvelle, et dans lequel en fait nous ne pouvons voir aucune des œuvres qui sera en présence pendant l'année, mais nous ne pouvons que les imaginer. Dans le même ordre d'idées, nous avons demandé donc là ça va être la diapositive suivante, nous avons demandé à une jeune historienne de l'art qui s'appelle Sophie Lapalus, dans cette idée aussi de rapport à l'oralité, de faire des revues comptées de toutes les expositions du cycle avec une seule contrainte, mais de taille, c'est qu'elle fasse la revue de ces expositions sans les avoir vues. Donc elle a fait des revues d'après les récits qu'on lui avait fait des œuvres. Donc effectivement, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a toujours à la fois une distorsion, une interprétation, et que parfois ça recoupait la réalité de l'exposition, parfois pas du tout. Mais finalement, c'était pas très grave. Je vous propose d'en écouter un petit extrait pendant une petite minute. De conclusion. Mais sûrement que les récits engendrés ne se tairont pas une fois passée la fin du cycle, alors que j'écoutais moi aussi. Cette exposition est différente de la première tout en étant similaire. On retrouve Zine Taylor, Eleanor et David Antin, on recroise Pierre Paulin, on se laisse embarquer par l'aventure de Simon Sterling. Les poulpes sont de retour avec Shimabuku, l'histoire de l'art est retraversée par Mariana Castillo-Debal, tandis que la poésie évanescente de David Hurwitz nous emmène dans des sphères éthérées.
Voilà le 5e et dernier opus de l'aventure, une exposition en forme de conclusion. Mais sûrement que les récits engendrés ne se tairont pas une fois passé la fin du cycle, alors que j'écoutais moi aussi. Est-ce que les artistes se sont écoutés pendant cette année? Les récits se sont-ils déplacés? Ont-ils traversé le temps et l'espace? Christian Zatrec est venu dialoguer avec son grand ami Jean Dupuis. Ce dernier était présent dans le premier opus, il est suggéré cette fois, mais largement présent à travers... Merci. Donc là, du coup, ce qui est intéressant aussi par rapport à... c'est qu'on se retrouve avec cette proposition dans les rapports d'insincérité évoqués au sujet de Brouters, mais aussi finalement d'inautorité, si je puis m'exprimer ainsi, et d'inacadémisme. En fait, c'est un pas de côté et comment on peut construire une histoire de l'art qui partent en fait de l'hypothèse que les éléments de fiction, la marge d'erreur, peuvent tout aussi bien construire cette histoire que des discours plus académiques, plus conventionnels, plus théoriques, etc. Enfin, on peut passer la diapositive suivante, qui serait du coup la proposition de l'artiste Yann Serrandour, donc l'un des artistes associés à cette exposition. Fanny, il y a 2-3 images, tu peux remonter. Exposition qui s'appelait Pièces pour clavecin et qui en fait était une exposition très très visuelle. Donc on avait vraiment l'impression de rentrer à la fois dans un décor et dans une salle de concert. D'ailleurs, là vous voyez sur la diapositive avec le damier une pièce qu'il avait déjà montrée dans sa galerie à Ghibli Agency et qui sont des pieds de clavecin, mais à l'occasion des concerts que vous voyez sur une autre diapositive, il y avait un vrai clavecin, il y a eu tout un type de récital. Et donc en fait, à travers toute cette exposition, Yann, comme à son habitude, nous racontait une histoire qui est l'histoire de la transformation et des différentes interprétations du clavecin, de sa sonorité qui a été perdue, comment elle a été retrouvée, comment elle a été réinterprétée, réinvestie. Donc, et ce qui intéresse là Yann, c'est de voir comment un objet se transforme et se réinterprète à travers le temps qui passe. Et du coup, il y a toute une histoire derrière, tout un discours dont à la fois on avait besoin pour éclairer l'exposition, mais qui en même temps n'était pas absolument nécessaire. C'est-à-dire que finalement, il y avait évidemment un guide de visite qui permettait d'avoir des explications supplémentaires, mais on rentrait dans cette histoire du clavecin uniquement par des signes visuels, par une écoute musicale. Donc voilà, c'était tout un tas de fragments qui racontaient finalement une histoire en images et non pas en mots. Et les mots venaient, et ce qui nous a tout à fait frappé dans la réaction des visiteurs, c'est que cette espèce de primauté en fait laissée là dans l'exposition elle-même à l'importance du visuel permettait finalement assez facilement au public de commencer à rentrer dans cette histoire du clavecin, à poser énormément de questions et à finalement ensuite essayer, lire les textes, s'approprier le discours qui évidemment était assez savant, assez complexe, mais là le visuel et le fait que il s'agit d'une œuvre, j'allais dire avant tout, mais en tout cas à première vue et au sens fort plastique, nous emmener ensuite vers un certain nombre de récits. J'accélère un peu, je crois, puisque je suis presque déjà à mes 20 minutes. Donc du coup, diapositive suivante. Je veux bien que vous passiez les diapositives de David Hentin. Donc David Hentin,
C'est cet artiste et performeur américain qui a été pour nous une référence très importante dans la saison, qui lui a donné, dans le cycle, qui lui a donné son titre. Et là, vous avez un projet de David Entin, qui date de 87 et qui est des Sky Poems. Donc c'était des très courts poèmes écrits avec de la fumée d'avion dans le ciel de Californie, et qui, voilà, là aussi sont une autre déclinaison possible de la matérialité des mots. Donc là, et qui sont dans cet entre-deux, puisque là, les mots sont à la fois des formes, sont à la fois des volumes, sont à la fois des choses à voir, vraiment à voir, mais aussi les poèmes très courts racontés étaient des formes de haïku. Donc voilà. David Entin, qui a aussi un rapport au langage très fort. Il est situé autant dans le champ de la poésie que dans le champ de la performance, que dans le champ de la critique, et donc il fait partie de ces artistes pour qui les frontières entre toutes ces formes d'expression, on va dire, ne forment qu'un seul et même langage, on va dire. Donc là, vraiment, la question du synesthésique et même du crânien est très importante, mais aussi avec toute cette capacité d'analyse qu'il y a derrière, donc le texte, le métatexte. Je ne vais pas passer l'extrait de Mariana Castillo Débat, je vais vous parler un peu d'une œuvre de Felicia Atkinson, sans passer l'extrait non plus. Je vais vous raconter, de toute façon, on n'a fait que ça pendant... parce qu'il me semble que, voilà, si je veux citer tous les exemples. Donc Felicia Atkinson, dans l'exposition qu'elle avait montrée à la Criée, qui s'appelait, donc le titre est même assez intéressant par rapport à la problématique qui vous occupe aujourd'hui. Ça s'appelait Spoken Words, entre parenthèses, une chanson parlée. Donc là, à la dimension du texte, de l'image, se rajoute en plus chez Felicia la dimension du son qui se mêle. Donc, juste une chose sur Felicia, donc elle a montré un film qui s'appelait Secret, qui était un film, la question de la durée. Elle a imaginé son exposition comme on imaginerait un livre ou un film, c'est-à-dire qu'on rentrait dedans et l'exposition avait une durée. Comme les périodes d'ouverture à la Criée sont de 7 heures, le film du coup qu'elle faisait, ou les différentes bandes son, le film qu'elle a fait durait 7 heures, il s'appelait Secrets. Et en fait, c'était des plans fixes sur des paysages de l'Ouest américain qui étaient séparés par de ce qu'elle appelle des plages sans images. Donc des plages mais ces plages sans images étaient des plages où elle y écrivait des poèmes qui étaient des poèmes dynamiques, dans la mesure où en fait ils bougeaient avec le film, qu'ils jouaient, qu'ils étaient à la fois un commentaire, on peut dire, des paysages qui étaient montrés en plan fixe dans les images d'avant et d'après, et qui étaient en même temps un ressenti une traduction en mots du périple qu'elle montrait par ailleurs en images. Et donc du coup ces poèmes constituaient à la fois des sortes de hors-champ, mais là encore sans que ce soit possible de dissocier ce qui, dans le travail de cet artiste en général, ce qui relèverait plutôt du plastique ou plutôt du visible, du lisible. Tout ça étant mélangé. J'ai encore un peu de temps pour... C'est fini. Plus beaucoup. Est-ce que... Ouais, alors je vais juste... Ah si, allez. Je voudrais juste vous montrer, pour terminer sur une image de Anne Lippard. Voilà, donc je veux bien, pour faire la conclusion, je veux bien que vous mettiez l'image de Anne Lippard
Donc c'est celle où il y a le poème dans la rue, là, cet affichage urbain. Annélie Pain, poème du Terre. Donc je vais conclure sur cette œuvre donc d'une artiste qui est située dans le champ des arts plastiques, mais qui est aussi bien écrivain et poète. Et du coup, il me semble elle avait fait une performance à la Criée et elle a écrit ce poème qui résout pas mal de problèmes de traduction, de rapport au visible, puisque donc elle ne parle pas français, elle a écrit un poème dont l'oralité, la musicalité, le côté aussi écriture sur la page dans la suite de Mallarmé donner une épaisseur à tous ces rapports entre le texte et l'image que je viens de décrire. Et je conclurai juste en le lisant. C'est attempts at temps, attempts at art, attempts at poem, tempting darts, éclair, blue sky, le soleil, l'oreille, c'est pareil. Alors, from temps to temps, I attempt to tell ces différences. Merci. Merci Sophie, merci à vous. On va... Merci Fanny. Tu lui as coupé la chic là. On va en profiter, on va faire une petite pause café, cigarette, etc. Et on se retrouve dans 15 minutes. Merci infiniment.